Hey, Est-ce que tu... ah, Est-ce que tu m'entends bien? oui, 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 je t'entends bien. Et toi? Ça va, super. Écoute, je suis ravie de te voir et de te retrouver ce soir pour parler de ta création, la féminine universelle. Et on accueille, je vois toutes les participantes des carnets qui arrivent. Coucou les filles. Elles ont reçu donc le dernier volet ce mercredi sur les langues inventées. Oui, moi Et aussi, j'ai juste pas le temps. oui, Mais il y en a d'autres peut-être, vous pouvez écrire en commentaire. Il y en a d'autres qui sont en retard. ah bah, c'est pas qu'il y en a d'autres qui sont en retard, c'est qu'elles sont à peu près toutes à la fin du premier. Et donc l'idée c'est qu'elles écrivent en août maintenant. Ok, ça marche. Personne n'a, comme tu me l'avais bien dit de toute façon au début, mais c'était l'idée de pouvoir les feuilleter quand on a envie. On est ensemble pour une petite demi-heure. Et je vais commencer par te présenter et après je vais te poser plein de questions sur ta création. Donc tu es autrice, comédienne, metteuse en scène, professeuse d'art dramatique, formatrice et conférencière et encore plein d'autres choses. Tu as gagné un concours d'éloquence. Donc il me semble que c'était la première édition du concours Gisèle Halimi. Non, il y en avait eu une ou deux à la vente. Hmm. Mais en tout cas, c'est pour dire que voilà, tu es vraiment une experte en art oratoire et que c'est assez impressionnant d'ailleurs de te voir sur scène jouer avec les mots. Et tu milites au quotidien voilà, pour les droits des femmes, de la planète, des enfants et des animaux. Parce que voilà, il y a quand même cette dimension holistique dans ta démarche et c'est ce qu'on va voir là. Donc déjà, merci, merci, merci. Merci à toi d'organiser ce carnet d'écriture et de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de ne parler que de la féminine universelle, parce que c'est vrai Ok. que la démarche, finalement, elle est tellement polluée par les réactions qu'elle suscite que finalement, on a très peu l'occasion de t'entendre sur vraiment la façon dont tu as créé cette langue et sur vraiment ton travail sur la langue. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de faire ça. Donc déjà, bah, quand est-ce que tu as créé la féminine universelle? Puis bah, évidemment que tu vas nous dire pourquoi, dans quel état d'esprit et à quel moment de ta vie tu l'as créé. Alors, bah, sûrement que vous allez l'entendre. Si, comme on va en parler, je vais parler à la féminine universelle, mais dans la vie, je suis bilingue. Parfois, je parle en inclusive, et en fait, en réalité, le masculin l'emporte encore dans l'inclusive, tel qu'on pense l'inclusive aujourd'hui. Alors, la féminine universelle, elle a commencé à naître quand j'ai écrit Compte à rebours. Parce qu'en fait, c'est ce que j'explique par exemple dans ma TEDx. Effectivement, sur cette question de la féminine universelle, le débat est pollué, caricaturé, diabolisé par des cyberharceleurs, mais en réalité, c'est très simple de se renseigner parce que j'en parle dans la TEDx, parce que sur mon site internet, très facile à trouver, il y a la manifeste qui explique la démarche, etc. Et donc ça a commencé à naître avec cette histoire des comptes à rebours, parce que je voulais remettre ces comptes avec lesquels on a grandi à l'endroit. Et du coup, il fallait commencer par la première phrase des contes de fées, qui est il était une fois. Et là, j'ai pas réussi. Alors, j'ai eu un problème de page blanche, non pas par manque d'inspiration, mais parce que je me suis dit, mais qui est ce mec, ce il, qui voulait commencer mon livre et qui en fait, va s'avérer être là aussi dans plein de phrases, dans il est certain que, pourquoi pas elle est certaine ou c'est certaine, enfin je sais pas. Le même que dans quelle heure est-il alors qu'on dit une heure, enfin voilà. Et donc je me suis dit c'est hors de question que j'arrive à écrire un livre féministe avec une grammaire qui détruit mon propos. Donc j'ai écrit Elle était une fois. À ce moment-là, on est en 2012. On est dans le monde d'avant MeToo. Donc c'est un monde
voilà, où la féminisme, là encore, on entend, ouais, ce serait un gros mot, etc. C'était encore un autre niveau, hein, à ce moment-là. C'est très, la majorité des gens pensent que le violeur, c'est que des inconnus dans les couloirs des métros, etc. Enfin, Époque d'irréversible. Hein. non, mais c'est vraiment le monde d'avant, quoi. Et donc, j'écris Elle était une fois et naissent les comptes à rebours. Et puis, au fur et à mesure, donc là, c'était vraiment pour donner des outils de compréhension des systèmes d'oppression, de comment est-ce que on peut s'outiller, comment est-ce qu'on peut se soigner, et puis pour valoriser un peu les héroïnes que nous sommes, etc. Et donc, il y a quelques trouvailles qui vont apparaître au fil de l'écriture et des réécritures. Par exemple, le mot sorcière. Donc sœur et sorcière, et avec pleine de variantes comme sœur vivante, etc. En fait, j'apprendrai après coup que c'est un mot qui a déjà été très utilisé à partir des années 70 et même sûrement avant, mais on ne la sait pas. Mais à ce moment-là, personne n'en parle. Et voilà, par exemple, un mot que je vais inventer aussi, qu'énormément de gens utilisent sans savoir du tout que ça vient de moi et que si aujourd'hui on le connaît, c'est parce que ça fait 15 ans que je l'utilise. C'est le mot famage, par exemple. Quand j'ai voulu écrire rendre hommage aux femmes sur la couverture de mon livre, bah, j'ai écarquillé les yeux. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils sont partout. Et donc, j'ai écrit rendre famage. Etc. Et d'ailleurs, souvent, les personnes l'utilisent mal, ce mot. Alors, parce que déjà, ils disent un famage, alors qu'évidemment, c'est une famage. Hein. Et puis, les gens disent fémage. Mais non, il faut qu'on entende femme, en fait. C'est ça l'intérêt. Donc, famage, évidemment, une famage. Et je peux la dire, c'est moi qui l'ai inventé. Et c'est pareil, il y a des personnes qui m'ont dit, tiens, on l'a trouvé sur un tract, machin. Bah, oui, parce qu'en fait, les grandes esprits se rencontrent et qu'on en a besoin de ces mots-là. Et puis, voilà, quand j'ai voulu m'écrire en note de bas de page, rendre à César ce qui est à César, ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Et donc, j'ai pris la femme mise sous emprise par César, c'est-à-dire Cléopâtre. Donc, j'ai écrit rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, etc., etc. Et puis, Elle était une fois, au fur et à mesure, c'est comme si j'avais tiré un fil de la toile d'araignée. Et puis, je me suis autorisée de plus en plus à faire des trouvailles et à les affirmer. Et au départ, c'était difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les cyberharceleurs se réveillent depuis l'année dernière avec la vidéo du Crayon Média. Mais en fait, donc c'est depuis 2012. Et même des copines féministes hein, qui m'aimaient bien et tout ça me disaient, écoute, c'est déjà difficile de faire passer nos messages féministes. Si en plus tu commences à écrire Elle était une fois, on va pas s'en sortir. Et j'ai tenu toute seule au départ. Au départ, Famage, il y avait des copines féministes qui me disaient non, non, mais là c'est trop. Enfin, les gens vont pas comprendre. Rendre Famage à machine, si, on comprend en fait, évidemment. Et d'ailleurs, il y a plein de cyberharceleurs qui disent on comprend rien, mais si seulement, ça voudrait dire que j'aurais inventé une langue codée seulement pour les femmes. Malheureusement, ils comprennent aussi. Et c'est dommage. Et donc voilà, au fur et à mesure, je me suis autorisée à aller de plus en plus loin. Et aussi parce que de plus en plus de femmes avec lesquelles je militais trouvaient cette langue-là soignante, en fait. Le fait de la parler et de féminiser, non pas toutes, hein, justement, depuis un an, plein de cyberharceleurs écrivent systématiquement à la fin de mes vidéos, mais ils perdent un temps intentionnel. C'est dingue. Là, elle a dit un mot, alors qu'il faut dire une note. Mais en fait, voilà, ils essayent vraiment comme des fascistes ordinaires, comme des petits tyrans médiocres. Enfin, tu me diras, c'est un gros pléonasme, ça, tyran médiocre. Ils essayent absolument même dans nos propositions féministes, d'essayer d'en faire des règles intangibles, de nous corriger, de venir avec un fouet derrière, distribuer les bons et les mauvais points, mais ça va pas. Et en fait, évidemment que c'est bien plus intelligente que ça, la féminine, et bien plus soror. Et donc, il y a des copines qui féminisent toutes, qui disent une chaussure, une soulière. Pourquoi pas? Moi, je me fiche de dire une chaussure, un soulier. Je dirais une soulière si ça avait un sens politique. Par exemple, si je l'envoyais dans la tronche d'un masculiniste. Là, ça deviendrait une soulière.
Voilà, parce que ce serait une arme de lutte, donc elle faudrait, voilà, il faudrait la mettre sous verre dans le musée de la mort du patriarcat. Mais et donc on entend, évidemment, je dis le patriarcat. Mais lorsque j'y pense, etc., parce que c'est quand même une gymnastique cérébrale assez balèze, Mhm. donc c'est pareil, c'est de dire partout que je suis stupide. Oui, oui, oui. Et donc, lorsque j'y pense, ben, je dis le violence, un oppression, je dis le verrue plantaire, le diarrhée, enfin voilà, tout ce qui m'énerve, tout ce qui me fait chier, je veux le mettre, le laisser ou le mettre au masculin. Parce que tant que les hommes oppriment les femmes de manière massive et massivement impunie, alors je décide que tout ce qui est masculin, bah, en fait, ça va être le négatif. Ou le négatif ou le neutre. Encore une fois, moi, un soulier, je m'en fous si c'est pas politique. Moi, je féminise les mots qui sont politiques. Donc, on dit l'aféminisme en féminine universelle. Il y a des mots comme ça où c'est évidente. La clitoris, la vagine, évidemment, alors que le bit, hein, c'est sûr. Et donc, voilà. Et par ailleurs, je pousse l'insolence jusqu'à faire exister les femmes à la maxime femme. Vous voyez, dans ce que je viens de dire, je ne veux pas dire homme de maximum. Donc, pour les emmerder, je dis maxime femme. Et là, ils sont là, genre, rien compris, c'est pas homme. Enfin, dégueu. Mais voilà, je veux mettre les femmes partout, les faire entendre la plus possible. Oui. Et ça m'amuse et ça les énerve parce que soudain on existe dans nos propres pensées, dans nos propres têtes. On se demande là où c'est important de féminiser. Et donc, ça demande de réfléchir. C'est une gymnastique mentale qui est balèze, mais qui est plaisante aussi. Et puis, ça autorise à faire des créations, chacune, des trouvailles. Lorsque la première fois, j'ai dit sur la féminisme, j'ai une expertise. Je trouve ça tellement belle, quoi. Enfin, c'est évident, en fait. Et puis, ils sont pleins à dire, mais c'est pas père. Non, mais vous êtes... Oh, c'est bien, brava, dis donc, avec ton petit cerveau de merde. Non, non, mais du coup, voilà, j'aime dire j'espère plutôt que j'espère. Enfin, je prends un malin plaisir à glisser les femmes partout dans mes pensées, là où en tout cas je considère que ça a du sens et aussi quand j'y pense. Et souvent, il y a des femmes, pour finir, il y a des femmes qui m'écrivent pour me dire je suis désolée, je vous écris, mais je maîtrise pas encore la féminine universelle. Mais en fait, personne ne la maîtrise, moi non plus. Si on vient voir, mais en fait, ça ne veut rien dire parce que précisément, elle n'est pas à maîtriser, parce qu'elle est féministe, elle est libre, donc voilà. Et la première règle de la féminine universelle, c'est qu'elle n'existe de règles que menstruelles. Donc en fait, nous n'allons pas, je ne vais pas recréer une académie française, voilà, je vais pas faire ça. C'est juste une autorisation à exister dans la langue. Alors évidemment, voilà, il y a deux, trois choses auxquelles je tiens, genre la féminisme, une femage, ok. Mais sinon, c'est chacune qui s'en empare comme elle la souhaite, comme ça résonne, comme ça lui parle. Et moi-même, quand on vient voir mes spectacles, c'est pas une science exacte. Oui, je féminise les adverbes, par exemple. Alors, il y en a plein, là, soudain, qui se découvrent une passion pour les adverbes. C'est absurde. Alors, pourquoi je féminise les adverbes? D'abord parce qu'encore une fois, je fais ce que je veux avec mes cheveux, parce que c'est une création artistique et littéraire. Voilà. Et aussi parce que, encore une fois, par politique et féminisme, je fais exister les femmes à la maximum, mais à la maxime femme, tu vois. Et mais aussi, mais parce que, en fait, enfin, voilà, c'est juste que chacune puisse s'en emparer comme elle la souhaite et s'amuser avec ça comme elle la souhaite et enfin exister dans nos propres têtes, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un point clé ce que tu dis parce que pour moi c'est le rôle de la poétesse d'aller chercher quelque chose, tu vois, dans un ailleurs, dans je sais pas moi derrière le miroir ou ce qu'on y veut et de ramener euh, ce trésor-là et puis de le partager. Et en fait, après, ben, vaille que vaille, les gens s'en emparent en fait comme ils veulent. Et tu vois, moi qui suis plutôt un peu cérébrale à décortiquer, à chaque fois j'ai tiqué sur les mots et ça m'a vraiment ramené à l'étymologie. Et c'est comme ça que je le vois. J'ai pas du tout cette prétention en tout cas de l'utiliser. Mais en tout cas, il y a des parties qui vont vraiment me servir un propos. Le Elle était une fois, pour ma fille, il a été incroyable. Tu connais Benoît, enfin, là, il a commencé à l'utiliser aussi, ce qu'il est tellement flagrant. C'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, en fait, la féminine universelle, et je trouve ça
en cela, c'est passionnant. Et par exemple, il y a des mots que tu utilises qui vont choquer certaines personnes et qui vont amener une discussion. Je l'ai vécu ce week-end, enfin voilà, avec des amis. Et, euh, et Lionel me disait, mais elle dit fémage et autres. Non, elle Et dit famage. famage, voilà. Précisément. On part sur le famage et justement, on se dit, mais est-ce que vraiment hommage, c'est ça et tout? Puis bah, on va à la définition et à l'étymologie d'hommage et on est sur un serment du vassal qui se déclarait l'homme de son seigneur, tu vois. Donc on se dit, et puis, ben, en fait, ça a complètement réorienté la discussion et du coup, c'était vraiment drôle parce que là, c'était vraiment l'arroseur arrosé, genre non, mais c'est ridicule. Et puis finalement, ah ben non, c'est vachement intéressant quand même d'aller voir un peu la racine des mots. Et ça, c'était une des questions que je voulais te poser aussi, mais tu as déjà répondu sur le côté formel, parce que c'est quelque chose qui est mouvant et qui est de l'ordre de la performance, en fait, à la fois. Puis de la créativité, quoi. Et de l'invention permanente, et bien sûr, quoi. Et Ouais. il faut pas que ça, effectivement, il faut pas que ça se fiche, puisque c'est ce contre quoi tu luttes quotidiennement, d'imposer des règles. Et ça rejoint bien aussi, d'une certaine manière, tes autres combats qui sont aussi anticlassistes, parce que finalement, la langue, quand elle est rigoriste, ultra stricte, elle est évidemment utilisée comme un outil de domination, et la faute d'orthographe qui va être pointée pour te dire que tu viens pas du bon milieu et de la bonne explication. Et en cela, je trouve ça hyper libérateur, parce que moi qui suis hyper étourdie, alors que j'ai une bonne maîtrise quand même, je fais énormément de fautes, tu vois, d'étourderie parce que, et c'est un truc qui était hyper stigmatisant et qui aujourd'hui, en fait, tu t'autorises. Et ça, c'est vraiment un mot, surtout concernant l'écriture et les femmes. Il y a une autorisation à avoir dans l'utilisation des images, enfin, qui est hyper rafraîchissante parce que justement, tu l'as employé ce petit mot aussi qu'on adore, c'est d'une insolence réjouissante en fait. Parce que tes spectacles, ils sont pleins d'humour aussi. Et ça, c'est quelque chose, les hommes, ils ont cette peur d'être ridiculisés et je pense que c'est une des choses qui cristallise aussi beaucoup, c'est que ce truc un peu, c'est pas grave en fait, on a le droit de s'amuser avec les mots. Alors déjà ça crispe en général une certaine frange de la littérature, quoi. Bien, voilà. Et t'as ce côté qui est très drôle et c'est ce jeu en fait qui permet aussi d'appréhender une réalité qui est pas drôle du tout parce que tu fais passer les gens par toutes les émotions dans tes spectacles. Et justement, l'humour permet parfois d'aborder ça. Et ce côté soignant, il est hyper beau, en fait, parce que tu as cette révolte et en même temps, bah, tu as le côté, en fait, on peut rire, mais ça va permettre, et exactement comme les contes pour les petits, on va leur parler de choses horribles, mais on sait qu'à la fin, ça va bien se passer. Tu vois, et ça leur permet apparemment d'appréhender cette réalité. Je trouve que la féminine universelle, c'est un moyen vraiment de pouvoir aborder, tu vois, cette langue ultra sexiste et finalement qui nous empêche énormément, surtout quand on veut écrire. Mais il y a quand même cette distance grâce à l'humour aussi, en fait. Donc, ouais, c'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque. Et je voulais essayer de poser cette question aussi justement des autres langues inventées. Parce que dans le carnet, j'en parle un petit peu, tu vois, mais ça va du Klingon jusqu'à la langue des mignons, tu vois, en passant par l'Oulipo. Très peu d'exemples de femmes, finalement, de langues inventées par les femmes. Alors, j'en discutais avec Élise Thiebaud cette semaine, qui te fait un coucou. Et qui me disait il existe une langue, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été voilà, découverte très tard dans les années 80 et qui date du 18e siècle et qui est une langue qui n'est parlée que par les femmes en Chine et qui s'appelle le Nushu. Oui. Ça te parle? Est-ce que toi, tu avais tu vois, des points d'ancrage ou vraiment c'est comme tu le racontes un jour, voilà, le poteau qui t'est arrivé en plein dans l'œil avec le il était une fois, qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi? Parce que tu déclines aussi en anglais. Donc, est-ce que tu avais voilà, d'autres inspirations? Parce que moi, le peu de temps que j'y ai passé dessus, parce que j'imagine qu'il y a des thèses dessus, est-ce que toi, tu avais d'autres exemples en fait, que tu as trouvé, tu vois, de langues inventées ou de rébellion au féminin comme ça, à l'oral ou autre? Non, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, en tout cas que moi je connaissais. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que il y a des copines qui m'ont retrouvé une photo d'un tract, on ne sait même pas quel mouvement là, enfin, en tout cas moi j'ai pas vu dans ce qu'on m'a envoyé quel mouvement l'a utilisé, dans quelle manif exactement. Mais parce que les les hommes effacent les savoirs des femmes
en permanence. Et que donc on se retrouve en permanence en train d'être pionnière et de devoir réinventer la sauce de nulle part. Alors qu'en réalité, il y a déjà des ancêtres, des grandes sœurs qui ont fait ce travail-là. Moi, je connaissais rien à tout ça, à l'époque. En 2012, lorsque j'écrite, je suis très jeune. J'ai débarqué en féminisme 2 ans avant, 2 ans et demi avant. Et, euh, et les féministes que nous sommes, bah, on s'est mises à réfléchir et en fait à se rendre compte après coup que des copines avaient déjà fait ce travail-là 40 ans avant, quoi. Et c'est comme ça pour toutes. Donc comme, enfin, je sais qu'il y a une autrice en Suède, dont évidemment je n'avais pas non plus entendu parler, qui avait fait écrit un roman où elle aussi elle féminisait toutes, mais les versions suédoises, etc., etc. Bien sûr que c'est parce qu'on en a besoin de récupérer la langue. Le langage structure la pensée. Donc si on parle une langue oppressive, on pense une langue oppressive et on agit de manière oppressive. Si on n'existe pas dans nos mots, on n'existe pas dans nos têtes et donc on ne peut pas penser nos propres intérêts. Et donc non, quand je crée ça, j'ai rien, ni la nouchou que j'ai découverte après, ni rien en fait. C'est après coup que je vais rencontrer et quelques années après, je pense 2015, un truc comme ça, je vais rencontrer Aurore Evin. Et Aurore Evin, elle est autrice, metteuse en scène, comédienne, elle a aussi chercheuse, elle a aussi un milliard de casquettes. Et elle, c'est celle qui nous a rendu le mot autrice et le mot matrimoine. Souvent, d'ailleurs, des cyberharceleurs disent « Oh là là, elle dit matrimoine et autrice, elle invente des mots, elle est extrémiste. » Bon, non, voilà. Donc en fait, pourquoi je dis qu'elle nous les a rendus, c'est qu'effectivement, elle faisait des recherches sur l'apparition, à quel moment apparaît le mot actrice. Le mot actrice, lui, n'a pas toujours existé puisque les femmes étaient interdites par les hommes d'être des actrices. Elles étaient interdites de monter sur scène pendant l'extrême majorité de l'existence du théâtre, puisqu'il faut imaginer toute l'Antiquité jusqu'au théâtre élisabétain. Shakespeare d'ailleurs était une femme en fait, qui s'appelait Mary Sidney, comtesse de Pembroke. Ça aussi, je l'ai apprise grâce à Aurore Evin. Mais donc, faut imaginer toutes les pièces de cette femme, donc dite Shakespeare, jouées que par des bonhommes. Et d'ailleurs, une fois qu'on sait que c'est une femme, on comprend, mais alors tellement mieux la féminisme des pièces de Shakespeare, parce que je me disais, c'est bizarre. Bon. Et donc, tout ça. Comment? Je tombe de ma chaise en fait, je ne sais pas du tout. Ah oui, non, mais Aurore Evin a un spectacle entier là-dessus. C'est très sérieuse. C'est tiré des recherches de Robin Williams, qui n'est pas le chanteur, mais qui est ni l'acteur, qui est une chercheuse américaine, toujours vivante, qui a étudié la question. Et Mary Sidney, comtesse de Pembroke, est l'autrice des pièces dites de Shakespeare. Et donc oui, finalement, j'ai joué des pièces écrites par une femme quand j'étais en école de théâtre. Je ne le savais pas juste. Et évidemment, les masculinistes, particulièrement en France, ne veulent pas que ça sorte, parce que tu imagines. Et donc, mais bref, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer sur scène. Donc, Aurore Evin étudie l'apparition du mot actrice. Et faisant des recherches, elle fouille dans les archives de la Comédie Française et elle tombe sur la formule, mais souvent, à compte d'autrice, rémunérée à compte d'autrice. À l'époque, énormément de pièces jouées à la Comédie Française, bien plus en proportion qu'aujourd'hui, sont des pièces écrites par des femmes. Oui. Et elle se rend compte que ce mot autrice pose aucun problème à personne et est utilisé tranquilloute biloute. Et en fait, là, elle va se dire, mais enfin, déjà, elle a un choc, c'est-à-dire qu'elle se dit, mais c'est le mot qui me manque depuis que je suis toute petite. Enfin, oui, évidemment que je suis une autrice, c'est pas une femme auteur ou je sais pas quelle merde, ou auteureux, cette espèce de néologisme pourrave qu'ils acceptent parce qu'on l'entend pas à l'oral, précisément. Et donc, elle regarde et elle voit qu'il y a eu des vraies réflexions entre les premiers académies misogynes, voilà, pour dire, voilà, académie misogyne, hein, petite trouvaille qui dit ce qu'elle doit dire. C'est comme masculiniste, c'est pictural. Et donc, ils disent, on va faire entrer dans les premiers dicos le mot actrice à condition que le mot autrice soit interdit de dictionnaire. C'est-à-dire que les femmes vont avoir leur place de muse, de procréatrice, mais pas de créatrice, de récréative, mais pas de créative. Ça va être ça.
On va devenir les créatures, mais plus. Les créatifs et tout ce qui va être dans l'action va être supprimé. Ça commence à être vraiment bien accepté pour le coup, le travail qui Oui, a été fait. voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je rencontre Aurore Evin, ça fait 10 ans qu'elle parle du mot autrice, qu'elle l'utilise et que tout le monde, y compris des féministes, y compris Eliane Viennot, qui a la grande classe de l'admettre complètement, parce qu'elle a mis 5 ans à accepter, tout le monde lui dit c'est horrible, ça sonne mal à l'oreille, ça fait maladie, genre ça ressemble à l'autisme. Bon, non, mais vraiment, c'est l'enfer. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on accepte le mot autrice parce qu'elle a galéré pendant 10 piges. C'est comme les personnes qui viennent me dire non, mais Fama, je ne sais pas de toi. Comment? Alors déjà, si, c'est déposé à l'INPI depuis des années, mais par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Parce que j'ai galéré et que je suis cyberharcelée encore maintenant. Voilà, mais parce que sinon, en fait, ça n'existerait pas, ça. Et cette licence d'aller réutiliser des mots, non seulement j'avais aucun savoir de cette histoire de la masculinisation de la langue, parce qu'après Aurore Evin, je vais rencontrer Eliane Viennot, et elle explique dans ses nombreux ouvrages que je vous conseille qu'en fait, ça a été en dehors de choisir quels mots rentrent dans l'édico et quels mots sont autorisés, quels mots sont interdits de manière politique et réfléchie et masculiniste, vraiment, dirigée contre les femmes et contre le peuple en général, parce qu'en plus, effectivement, c'est élitiste, c'est là qu'ils inventent l'orthographe, etc., dont tu parlais tout à l'heure. En fait, c'est là que je vais apprendre que en plus on a toute la légitimité, c'est-à-dire que il y a des pratiques dans la féminine universelle que je n'ai pas inventées et qui sont des pratiques qui avaient cours avant. C'est-à-dire lorsque je dis heureuse, je la suis. On ne naît pas femme, on la devient. Ça, c'est comme ça que ce serait exprimé Madame de Sévigné et encore quelques années parce qu'on ne cesse pas de parler correctement si facilement. Elle a fallu la propagande de l'école publique voilà, obligatoire machin où les filles n'apprenaient pas les mêmes choses que les garçons. Enfin bref, Jules Ferry, cette ordure et ce ordure, voilà, clairement. Et alors du coup en fait, toute la troupe de Molière aurait dit heureuse, je la suis. Hein. Oui, avec l'accord de proximité, avec l'accord de proximité, avec l'accord de majorité, avec l'accord de choix. Lorsqu'on lit ces autrices et ces auteurs-là de l'Ancien Régime, on les lit détruites au masculin, n'importe. Mais ce n'est pas comme ça que les personnes s'exprimaient. Et on en garde des traces dans les vers en alexandrine, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. On y arrive parfois on n'y arrive pas. D'enlever la règle de proximité, par exemple, sinon on a un problème de pied ou de rime à la fin du vers. Et donc, en fait... voilà, ça c'est après ce que je vais voir qu'en plus on a une légitimité historique. Qu'en plus, quand ils disent ouais, universel, ça détruit la langue. Non, non, la langue elle a été détruite en effet. Elle a été trahie, elle a été sabotée, en effet. Mais c'était dans les années 1630 par une bande de masculinistes dégueulasses, de la vieille couille blanche moisie, riche dans des slips en satin, et que ces mecs-là, à ce moment-là, ils avaient une langue qui respectait à peu près l'égalité. Ils en ont fait une langue inégalitaire, une langue élitiste, une langue de merde. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait. Et que ça les énerve, parce que quand bien même le masculin l'aurait toujours emporté, j'aurais quand même inventé la féminine universelle, parce que quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la respecter, et que c'est pas parce que ça a toujours été la merde qu'on doit continuer comme ça. Mais en plus de ça, on a la légitimité avec nous, historique, linguistique, étymologique, on l'a. Et juste, voilà, pour finir, par rapport à ce que tu disais sur Famage, effectivement, c'est toujours intéressant de... il y a plein de copines qui remontent à l'étymologie des termes, etc. Justement, moi, pour que ce soit pas élitiste, je fais pas ça. C'est-à-dire que par exemple, quand je dis, voilà, une Espérance ou une Famage, en réalité, je me tape de la légitimité de ce truc-là. Enfin, eux, ils ne se sont pas demandé si c'était légitime quand ils ont dit le masculin l'emporte parce que, soi-disant, le genre masculin est le genre le plus noble. Enfin, je veux dire, on a en face des gens qui s'emmerdent pas avec aucune légitimité. Donc, moi, en plus, souvent, on me dit, ouais, mais ce que tu inventes, ça va pas pour les 10. Alors, moi, je suis dysorthographique et je l'ai inventé, la féminine. Donc, c'est même pas que je fais des fautes, c'est-à-dire que j'écris en phonétique. Et ça tombe très bien, parce qu'avant l'Académie française, les gens écrivaient en phonétique. Molière pouvait écrire, la langue de Molière, il pouvait écrire 40 fois le même mot dans une pièce de 8 manières différentes, parce qu'en fait, il écrivait en phonétique. Ce qui permet de se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Et ça, moi, je suis pour à l'abolition de l'orthographe, carrément. Donc, voilà. Et en plus,
t'entends, Comment? tu sais que c'est vraiment une attaque qui est pas honnête parce que on peut pas ne pas comprendre en fait ce que tu dis. Et puis c'est très drôle aussi d'attaquer sur ce point-là parce que quand tu vois comment on peut écrire dans certains commentaires, c'est à mourir de rire. Enfin, ça c'est une petite Oui, parenthèse, mais oui, non, mais c'est ça, c'est que souvent ils disent, ouais, elle détruit la langue française avec 8000 fautes, entre guillemets, dans cette petite phrase. Et souvent, des copines viennent en disant, voilà, en essayant de les humilier là-dessus. Et je comprends, parce que c'est montrer la mise en abîme, je veux dire, la médiocrité du machin. Mais en réalité, moi, je les attaque jamais là-dessus parce que c'est élitiste et que ouais, moi aussi, je fais des dites fautes, mais c'est pas des fautes en fait. Je n'ai pas à respecter les règles d'orthographe. Je ne la ferai, voilà, je ne la ferai pas. Je m'en tape. Et en fait, c'est ça. C'est hyper dingue le nombre de gens qui viennent me dire, faut que tu respectes les règles. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y a des lois qui disent que j'ai pas le droit de parler comme je la souhaite. Mais si, d'ailleurs, s'il y en avait, je les respecterais pas non plus. Mais il n'y en a pas. Enfin, c'est dingue en fait à quel point les gens ont besoin de dogmes et de suivre des règles bêtement. Mais quand la règle c'était d'avoir droit de vie ou de mort sur sa femme, fallait la suivre la règle. Quand la règle c'était de dénoncer les voisines et voisins du dessus parce qu'ils n'avaient pas la bonne religion, fallait la suivre la règle. Enfin, je veux dire. Encore une fois, quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la respecter. Bah, les règles d'orthographe et de grammaire de l'Académie française, on peut s'asseoir dessus. Je n'ai aucune raison d'obéir à un cardinal décédé et ses potes académisogynes. Hors de question. Alors justement, ça me mène à la dernière question. On déborde un peu, mais c'est pas grave. Ah, pardonne. Non. C'est l'idée de se dire, tu vois, enfin, justement, comme il n'y a pas de traces et que c'est voulu, en fait, qu'il n'y ait pas ce côté formel. Et oui, il y a un manifeste, mais tu vas pas avoir toute une grammaire, un vocabulaire. Justement, disons qu'il y a des éléments de vocabulaire et il y a quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est que la féminine universelle, d'abord, c'est ma proposition à moi singulière. Donc, on peut faire d'autres propositions, mais qu'on n'avait pas me raconter que c'est pas moi qui l'ai inventé. Enfin, c'est une création artistique, là. C'est comme si on allait dire tel tableau, c'est pas de telle personne. Enfin, c'est mon tableau. Voilà. Et par ailleurs, il faut toujours que ça aille dans l'intérêt politique des femmes. Mais justement, tu vois, si on la formalise pas, finalement, à un moment, comment est-ce qu'on l'ancre? Comment est-ce qu'on garde une trace? Tu vois, pour dans un demi-siècle, 100 ans. Parce que quand tu lis, tu vois, Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, des choses comme ça, les femmes, quand c'est Fahrenheit, hein, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de langage. On écrit sur les pierres, on a des chants, mais finalement, ça part. Les femmes nouchou, elles brodaient, donc tu sais, elles faisaient de la broderie ensemble, donc elles écrivent leur vie, leurs poèmes, et elles se font enterrer avec, mais la langue a disparu. Aujourd'hui, il y a une chercheuse qui, ça fait 35 ans qu'elle est sur les pistes de ce langage-là. Tu vois, comment est-ce qu'on, sans l'enfermer et l'imposer, comment est-ce qu'on la garde? Tu as 1 minute 30. En continuant à la faire vivre et à l'utiliser et en rendant précisément ta Cléopâtre ce qui est ta Cléopâtre aussi. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui me disent mais pourquoi tu tiens à dire que c'est toi qui l'as inventé? D'abord parce que c'est moi qui suis cyberharcelée pour ça. Donc si je prends la violence, je vais prendre aussi les honneurs. Et par ailleurs, et oui, j'en suis fière en fait. Et il y a plein de gens qui me disent mais t'es prétentieuse, machin. Mais habituez-vous, les femmes sont fières d'elles maintenant. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'elle est très identifiable quand même, même si chacune peut se l'approprier. C'est-à-dire que le fait ouais, de dire elle fait belle aujourd'hui, a priori, je pense que la belle manière voilà, de la faire exister, c'est de ne pas rater une occasion quand on l'utilise dans un livre, etc., de mettre une petite astérix pour dire trouvaille de Tiffany dans Compte à rebours. Et en plus, ça donne envie de découvrir la spectacle ou la livre. Et ça joue. Là, je peux dire la livre parce que c'est la mienne, je fais ce que je veux. Oui. Voilà. Mais quand c'est Céline, hein, je dis le livre, avec un petit air dégoûté. Mais voilà, enfin, c'est juste, et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'essayer pendant les carnets d'écriture que les femmes s'en emparent, juste de voir ce que ça fait. Et le retour que j'ai, c'est que ça redresse et que ça fait de la bienne, que ce soit en écoutant dans les spectacles, que ce soit en l'essayant.
Je vous la conseille, mesdames. Un immense merci, Tiffaine. Je vous remettrai toutes les. J'ai essayé de noter rapidement au moins Aurore Evin et Eliane Viennot. Et je remettrai évidemment toute ton actualité, tes sites et autres dans la. Oui, venez me voir au Café de la Gare à partir de la rentrée. Oui, alors on est ravis. Et pour les journées de la matrimoine aussi, les 16 et 17 septembre. Trop bien, qui est fabuleux parce que tu as quand même un pouvoir de conviction assez fort. Moi, je suis devenue végétarienne quand même en allant voir tes spectacles. Alors que c'était pas l'intention, mais si c'était quand même fabuleux et effectivement dans la consigne courte du dernier carnet il y a cet essai, donc essayer de se lancer et on peut être aussi très empêché par cette consigne, donc je trouve que c'est aussi une super proposition de partir sur des touches de féminine universelle quoi. Ça peut être chouette de le faire. Il y a aussi une formule magique à inventer. Ah, chouette. Andy c'est le jeu d'enfant, donc on peut. Il faut que je la fasse. Il faut que je prenne le temps de faire tes carnets. Mais normalement, la semaine prochaine, ça va être un peu plus cool. Donc. Un immense merci. J'étais trop ravie de pouvoir te revoir avant cette coupure d'été et trop contente de te retrouver aussi à la rentrée au Café de la Gare. Et tu m'as dit 16 et 17, c'est où? Ce sera dans le Marais, mais pour parler d'une femme architecte avec la collective Mémo et la collective HF Île-de-France. Mais il y a des parcours un peu partout à Paris et même en France, en fait, sur les femmes qui ont fait notre héritage culturel, puisque le patrimoine, c'est que la moitié. C'est pas la meilleure moitié en plus. Donc, Oui. Donc je remets ton site parce il est quand même super bien à jour, donc on y retrouvera tout. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, Élise. Merci infiniment. C'était merveilleuse de passer cette moment avec vous. Et d'ailleurs, est-ce que oui, tu dis qu'on peut revoir en replay? Comment ça fonctionne? Oui, je remets le live dès qu'il est dispo avec toutes les infos dessus. Là, je le mets en public. Oui. Ça? Ah ouais, on fait une collab comme ça, ce serait aussi. Avec grand plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis et toutes parce que. Peut-être tu peux redire comme ça va être aussi sur mon mur et que toutes mes réels te connaissent pas forcément. Comment est-ce qu'on fait pour suivre les carnets et puis aussi pour à la rentrée participer aux ateliers d'écriture que tu proposes. Si tu veux dire un petit mot sur toi et ce que tu proposes, ce serait cool. Je le remettrai en lien déjà les carnets d'écriture et je remettrai un petit mot. C'est adorable. Parce que c'est une grande autrice, hein, Élise, voilà, pour les personnes qui... C'est trop mignon. Je t'embrasse. Un grand merci à tous et bonne soirée à tous. Bye bye. Salut!